Bonjour, je suis Benjamin Lecouteux, je suis enseignant-chercheur au laboratoire informatique de Grenoble. Mon domaine de recherche, ce n'est pas le beatbox, c'est plutôt la reconnaissance automatique de la parole, la traduction automatique. Et les travaux que je vais vous présenter aujourd'hui, ce sont des travaux préliminaires qu'on a réalisés avec une ancienne master qui est aujourd'hui doctorante dans l'équipe, Solène Evin. Donc, c'est celle qui a réalisé le gros des expériences que je vais vous présenter. Pour la constitution du corpus qui a été utilisé pour faire la reconnaissance de la parole du beatbox, il a été fourni par Adrien Comtesse et Antoine Pinchot. Ce sont deux beatboxers. Donc, Adrien Comtesse, un beatboxer amateur, et Antoine Pinchot, un beatboxer professionnel, qui sont également à l'origine d'une écriture du beatbox qui s'appelle Vocal Grammatics, qui une écriture adaptée au langage du beatbox, qui représente en fait de quelle manière on doit placer par exemple la langue, j'ai pas des bons termes techniques, enfin de quelle manière on va devoir placer l'appareil phonatoire pour produire certains sons. Donc Didier Schwab qui est également dans la salle et Nathalie Henrich. Alors juste pour la genèse de ces travaux, on avait rencontré Nathalie à une présentation de projet de l'université. Avec Didier, on travaillait sur un gros projet qui visait à faire de la traduction de la parole vers des pictogrammes. Et Nathalie avait vu l'analogie avec la traduction du beatbox vers des pictogrammes issus de Vocal Grammatics. Et c'est à partir de là qu'on a monté un petit projet qui a pu financer le master de Solène et permettre de commencer à proposer des outils inspirés de la reconnaissance de la parole pour transcrire du beatbox. Comment on fait pour changer de… Normalement, tu cliques dessus. Ah bah alors, je ne vais pas revenir sur l'historique du Human Beatbox, surtout qu'il est très approximatif par rapport à ce qui a été dit auparavant. Donc, au-delà de l'expression artistique, le beatbox il peut être utilisé en recherche d'informations musicales si on veut rechercher, par exemple, des sons particuliers dans une base de données. Dans des applications en commande vocale, donc par exemple, il y avait une application qui avait été, dans le cadre de ce projet, réalisée par le GIPSA. Justement, vous avez vu les images, c'était un Guitar Hero où, en fonction des sons, on allait justement activer le jeu. Et puis, c'est également utilisé en rééducation orthophonique et pédagogie vocale. Du coup, pour toutes ces applications, on peut imaginer justement une reconnaissance automatique du beatbox qui pourrait assister l'utilisateur. Alors, nous, les différents objectifs à terme de reconnaissance du beatbox, c'était aussi pour aider à la notation dans le cadre de la recherche. Parce que quand on avait vu le travail que faisait Lisa sur le beatbox, justement d'annoter des quantités de sons phénoménales et de manière très précise, ça prend un temps qui est tout aussi phénoménal. C'est des choses qu'on a tendance à oublier parce qu'il y a certaines personnes qui vont utiliser les corpus déjà annotés. Et cette étape d'annotation, elle va être longue. Et des outils de reconnaissance automatique vont pouvoir aider à faire cette segmentation et aider l'utilisateur. Donc, il y a aussi des aspects recherche d'informations par le beatbox. Donc, pour retrouver, par exemple, une séquence particulière dans un corpus de beatbox. On imagine aussi donc, des outils pour progresser dans la pratique du beatbox. Donc, on va donner des exemples. L'utilisateur va faire sa production et puis là, le système va indiquer s'il a reconnu correctement ou pas la production. On peut également imaginer des outils dans le cadre de l'orthophonie où justement le système pourrait, pour avoir de l'autonomie chez l'utilisateur, qui fasse des exercices où le système va lui indiquer s'il réalise correctement ou pas les exercices. Et puis des outils scéniques. Donc là, c'était par rapport à Guitar Hero qui était présenté. Alors, il y a eu quelques travaux dans les littératures, mais pas beaucoup, autour de la reconnaissance du beatbox. Alors, les premiers travaux, on a trouvé, ce sont des travaux qui datent du début des années 2000 et qui voyaient la reconnaissance du beatbox comme un problème de classification. Donc, le problème de classification, c'est qu'on va avoir une représentation, on va extraire des représentations du signal, des portions du signal,
Et puis après, via des outils mathématiques, on va essayer d'associer à ces représentations ce que l'on appelle une classe. Et la classe, ça va correspondre justement au type de son que l'on pense avoir identifié. Alors, ce type de classification, ça marche relativement bien si les sons sont simples, qu'ils ont été prédécoupés. Et dès que l'on va avoir des sons qui vont varier ou qui vont changer de locuteur, on va avoir des problèmes pour les reconnaître, puisqu'il va y avoir d'un locuteur à l'autre beaucoup de variations dans la signature acoustique de la production. Après, il peut aussi y avoir des biais qui sont liés aux enregistrements, donc au type de micro qui va être utilisé. Et là, on va finalement se retrouver dans des problèmes qui sont similaires à ceux qu'on va rencontrer dans la reconnaissance automatique de la parole. C'est-à-dire que déjà un même locuteur, quand il va prononcer un même mot, il ne le prononcera jamais deux fois de la même manière dans sa vie. Parce qu'en fait, il y a une énorme variabilité dans le signal. Après, on a tous les problèmes aussi de variabilité interlocuteur. Et puis tout ce qui est lié à l'environnement. Donc, c'est ce qui nous a orientés à utiliser des technologies qui étaient issues de la reconnaissance de la parole. Alors, il y avait des travaux qui datent de 2015 qui proposaient de commencer à utiliser des outils qui étaient issus de la reconnaissance de la parole. Donc, la boîte à outils HTK, en fait, c'est une boîte à outils qui a été développée dans les années 90-2000 et qui propose de manière assez facile pour les chercheurs de développer des systèmes de reconnaissance de la parole. Et du coup, Picard avait proposé d'utiliser cette boîte à outils pour reconnaître des sons de beatbox. Alors, quand il avait 5 sons différents à reconnaître, ça marchait assez bien. Donc, la mesure ici, c'est le word error rate. Donc, ça veut dire qu'il y avait 9 sons sur 100 qui n'étaient pas reconnus ou supprimés. Mais par contre, on voit que quand il passait… Alors, ça, c'était sur des sons percussifs, mais par contre, sur les sons non percussifs, là, c'est pas de l'aléatoire, mais c'est assez mauvais. Alors, notre objectif, c'était déjà de commencer à reproduire ces expériences et puis essayer d'améliorer un petit peu l'état de l'art. Et aussi constituer un corpus, parce que le problème aussi, c'est que ces corpus ne sont pas disponibles. Donc là, on a dû concevoir le corpus, l'exploiter pour faire nos expériences. Alors, on a aussi émis des hypothèses, alors qui font polémique pour certaines. Donc, on a émis l'hypothèse que le beatbox, c'est un langage musical. Alors ça, c'est pas quelque chose qu'on a exploré dans ces travaux-là, mais je pense que quand même, la production de beatbox répond à certaines règles, que ce soit des règles artistiques ou même justement des règles qui vont faire qu'on ne va pas avoir certaines suites de sons parce qu'elles ne sont pas belles à entendre ou voire impossibles à… Tout simplement parce qu'elles n'ont pas de sens dans le langage musical, qui est quand même la prédisposition première dans laquelle on produit. Et on est aussi parti de l'hypothèse qu'il y avait des unités sonores, en analogie avec les phonèmes, qui sont les boxèmes. Et ce sont ces fameux boxèmes que l'on a modélisés dans notre système de reconnaissance et que l'on a essayé de reconnaître. Donc là, l'objectif, c'était d'adapter un système de reconnaissance de la parole à du beatbox en remplaçant le système de phonèmes par des boxèmes, de sorte à minimiser le taux d'erreur de reconnaissance des boxèmes et de reconnaître le maximum de boxèmes que l'on avait à notre disposition. Étant donné qu'on avait des enregistrements qui ont été réalisés par de nombreux micros, ça a été également l'opportunité de tester la reconnaissance du beatbox sur ces différents micros. Alors, l'outil que nous avons utilisé pour ces expériences, c'est un système de reconnaissance de la parole qui s'appelle Caldi. C'est un système qui est destiné à la recherche. Bon, après, en tant que chercheur, on peut aussi l'exploiter, mais c'est assez complexe à utiliser. Alors après, c'est un outil qui commence maintenant qui est un petit peu ancien,
Parce qu'aujourd'hui, mais ça j'en parlerai plutôt dans les perspectives, on va dire dans les années 2015-2016, on a eu le deep learning, les réseaux de neurones profonds qui sont apparus et qui ont complètement dépassé ce type d'outils. Mais dans notre cas, on était parti quand même sur Kaldi parce que c'est un système que l'on pouvait entraîner avec des quantités de données assez faibles. Parce qu'un des soucis de la reconnaissance de la parole, pour avoir un système qui soit robuste, qui fonctionne, il faut avoir des centaines, voire des milliers d'heures de parole. Donc à l'époque, c'était des milliers d'heures de parole qui sont annotées. Et dans le cadre du beatbox, avoir des milliers d'heures de beatbox annotées, ça n'était pas envisageable. Donc, on est parti sur ce système-là, de sorte à pouvoir travailler avec quelques heures de beatbox pour pouvoir modéliser nos données. Alors, le corpus qui a été enregistré par les deux beatboxers correspond à 200 minutes d'enregistrement, où ils ont enregistré de manière isolée différents sons du beatbox. Alors, quand je dis isolé, c'est-à-dire qu'ils répétaient le même son, avec une petite pause pour faciliter la notation. Après, tu m'interromps si je dis des bêtises, parce que ça, c'était Nathalie qui avait supervisé le... Et les enregistrements ont été réalisés donc, dans un studio avec 6 microphones différents, donc, qui ont différentes caractéristiques et qui sont à différentes distances du beatboxer. Alors, dans notre cas, donc, on est reparti sur le paradigme d'un système de reconnaissance de la parole. Donc, dans un système de reconnaissance de la parole, on va avoir 3 composantes. Le modèle acoustique. Donc, le modèle acoustique, c'est la composante qui va émettre l'hypothèse en fonction d'une observation, que ce soit tel type de son. On a le lexique. Donc, le lexique, c'est ce qui va permettre d'associer à plusieurs unités acoustiques un mot. Donc, par exemple, dans le cadre de la langue, ça va être les différents phonèmes. Et le lexique, il va faire correspondre un mot à une suite de phonèmes. Et puis après, il y a le modèle de langue qui, lui, va donner la probabilité d'exister d'une séquence de mots. Donc, nous, dans nos expériences, le modèle de langue, on ne l'a pas appliqué. Ça, ce serait plutôt dans les travaux futurs. Donc, on s'est basé sur les modèles acoustiques et un lexique dans lequel on a simplifié les choses. Donc, ce sont des premiers travaux où notre lexique, en fait, chaque entrée correspondait à un voxel. Donc, étant donné qu'on avait des sons qui étaient isolés les uns des autres, on a mis de côté la coarticulation que l'on peut avoir entre les différents voxels. Parce que ça, c'est un phénomène qui est présent dans la parole, c'est-à-dire que chaque phonème qui va être prononcé va être influencé par les phonèmes qui se trouvent avant et après. Du coup, dans les systèmes de reconnaissance de la parole, on va utiliser ce qu'on appelle des triphones, en fait, ce sont des phonèmes contextuels qui modélisent en fait un phonème en fonction de son contexte. Donc là, ce n'était pas le cas, étant donné que chaque voxel était bien isolé, on n'avait pas besoin de prendre en compte ces aspects de coarticulation. Alors après, ça c'est technique. Ce que l'on appelle des MFCC, c'est un outil c'est un outil mathématique qui va permettre d'extraire à partir du signal, qui va représenter le signal sous une forme d'un vecteur. Et après, c'est ce vecteur-là qui va être modélisé par les modèles acoustiques. Et l'approche HMM-GMM, donc ça aussi, c'est un terme technique utilisé en reconnaissance de la parole. Donc l'HMM, c'est Hidden Markov Model, ce sont des modèles de Markov cachés. Donc les modèles de Markov cachés, c'est pareil, c'est un outil mathématique qui va permettre de reconnaître une séquence de signal tout en étant robuste à la variabilité dans le signal. Et en fait, c'est un outil mathématique qui a été utilisé à partir des années 90 jusque dans les années 2015 dans la reconnaissance de la parole, puisqu'il permettait de bien modéliser justement toute la variabilité qu'il y avait dans la parole et de la reconnaître correctement.
Alors, au niveau de la métrique d'évaluation, on s'est inspiré de la reconnaissance automatique de la parole, où on va utiliser le word error rate. Donc là, on a proposé le Boxem error rate. Donc, il va indiquer le taux d'erreur par Boxem. Donc, ça correspond à l'addition des insertions, des suppressions et des substitutions. Donc, insertion, ça veut dire qu'on va mettre un Boxem, le système va reconnaître un Boxem qu'on n'a pas entendu dans la transcription. La suppression, c'est que le système ne va pas mettre le Boxem dans la transcription. Et la substitution, c'est qu'il va mettre un Boxem différent de celui qui a été entendu dans la transcription, sur le nombre total de Boxem qui est présent dans la référence. Puis on a utilisé une autre mesure qui va donner une autre indication sur la qualité du système, c'est le Correct Boxem Error Rate, donc qui va indiquer le taux de Boxem qui ont été bien reconnus. Alors, la différence entre les deux mesures, c'est que le BER, il peut être supérieur à 100%. Imaginons que vous ayez plein d'insertions, plus d'insertions qu'il n'y a de mots dans la référence, vous aurez un BER qui sera supérieur à 100%. Par contre, le Correct Boxem Rate va indiquer les Boxem qui ont été reconnus correctement. Bon, je ne vais pas détailler le tableau, je vais rapidement passer dessus. Donc, c'est le corpus qui a été enregistré. Donc, en fait, on voit c'est le nombre de Boxem qui a été enregistré sur chaque micro. Alors, pourquoi ce n'est pas exactement le même? C'est parce qu'il y a eu des petits soucis parfois lors de l'enregistrement ou lors de la notation. Du coup, par exemple, on n'a pas toujours 810 Boxem par micro, parce que sur certains micros, on n'a pas enregistré l'événement. Et pareil pour le test. Donc là, on voit que donc on avait 15 minutes pour notre apprentissage et 19 minutes pour le test. Alors ça, ce sont ce corpus, j'avais des résultats, mais j'ai oublié de mettre le slide qui était associé. Il nous a permis en fait de regarder l'impact des différents micros sur la reconnaissance de notre système. Et donc là, il va falloir me croire sur parole. Ce que montraient nos résultats, c'est que c'était le SM58 qui permettait d'avoir les meilleurs résultats de reconnaissance. Et à partir de là, on a proposé d'autres expériences en modifiant les paramètres que je vais vous présenter. Donc, on a proposé plusieurs systèmes. Alors, je vous les détaillerai après. Donc, qu'on va appeler ABCD. Et dans ces systèmes, on a fait varier différents paramètres, qui sont un peu techniques. Donc, l'ajout ou non d'une pause dans le lexique, c'est-à-dire qu'on laisse la possibilité au système de reconnaissance de mettre une pause pour les Boxem. Alors, dans notre cas, c'était quelque chose qui était indispensable, étant donné que les sons enregistrés étaient des mots isolés. Et étant donné qu'on utilisait un système qui était à la base destiné à de la parole continue, on a dû rajouter cette modélisation des silences pour qu'ils reconnaissent correctement les silences. Sinon, ils ne les reconnaissaient pas. Donc, après, on a dû aussi jouer, parce que ça, on ne s'en est pas rendu compte tout de suite, sur la probabilité justement d'apparition des silences de notre signal, qui devait être plus élevé que la normale. Le nombre d'états du modèle de Markov, donc ça, c'est les modèles de Markov, justement, c'est ce qu'on appelle des automates. Donc, classiquement, ce sont des automates à 3 états. Donc, on a essayé de faire varier un petit peu le nombre d'états du modèle de Markov pour voir si ça permettait de mieux modéliser le signal du beatbox. Et on a également fait varier le nombre de paramètres de nos MFCC, justement pour voir si en augmentant, par exemple, le nombre de paramètres des MFCC, on pouvait mieux modéliser le signal du beatbox. Donc, sur ces expériences, on a utilisé un corpus d'apprentissage qui contenait 1344 Boxem, soit 26 minutes de signal. Alors, quand on fait de la reconnaissance de la parole, c'est très, très peu. Et notre test a été réalisé sur 10 minutes qui ont été extraites du corpus. Donc là, en fait, on voit les différentes configurations de nos systèmes. Donc, voilà, donc on va faire varier
la pause dans le lexique. Donc, en fait, le A, on va dire, c'était vraiment le système initial. Et puis après, donc, en rajoutant les pauses et en augmentant la probabilité de silence, là, on commençait à avoir un système qui commence à être performant. Et là où on a obtenu les meilleurs résultats en termes de reconnaissance, c'est en augmentant le nombre de MFCC et avec un nombre d'états HNM déformés. Donc là, vous avez les résultats en termes de Boxem error rate des différents systèmes. Donc, avec 80 Boxem différents, on a un Boxem error rate qui est aux alentours de 15%. Donc, alors d'un niveau qualitatif, c'est difficile à dire si c'est acceptable ou pas. Par exemple, dans la reconnaissance de la parole, quand on est entre 10 et 15, c'est un système qui fonctionne relativement bien. Mais par contre, on peut avoir des variations au niveau de l'orthographe. Là, dans le cadre des Boxem, on n'a pas fait cette analyse, mais ça aurait mérité. Parce que parfois, on va avoir justement des sons issus du beatbox qui vont être similaires, enfin, peut-être qui présentent des similarités qui vont être confondues par le système. Donc, ça aurait été intéressant de faire l'analyse justement sur les types d'erreurs qui ont été réalisées. Donc ici, ce sont des informations justement sur les taux de substitution, d'insertion et de suppression. Donc voilà, on voit que notre système C avait un taux correct de Boxem de 85%. Et on a quand même 10% de substitution, et puis après, on a 4% de suppression. Alors, je le redis encore parce que ce sont vraiment des travaux qui étaient préliminaires, qu'on a réalisés dans le cadre d'un stage de master. Suite à ces travaux, maintenant, on cherche un financement justement pour faire encadrer un doctorat autour de cette problématique, parce que ça demande quand même beaucoup de travail pour continuer de développer ces travaux. Donc, déjà, ce qu'on a montré, c'est qu'on pouvait utiliser un système de reconnaissance de la parole pour du beatbox, qu'on peut utiliser différents micros. Alors, on a vu qu'il y avait un impact des micros, mais l'impact, il est quand même réduit. Alors, le filtre anti-pop qui peut dégrader la reconnaissance, parce que comme ce sont des travaux qui datent un petit peu, je ne me souviens plus qu'est-ce qu'on avait dit là-dessus. Et donc là, on a une configuration qui permettait de nous rapprocher de notre objectif, parce que dans ces travaux-là, en fait, à la fin, on voulait faire justement une présentation art science qui allait faire une projection du Boxem prononcé en fonction de... Oui, qui allait faire une projection du Boxem prononcé. Donc pour cela, il fallait qu'on ait un système qui fonctionne avec un taux d'erreur réduit. Alors au niveau des perspectives, ça, on avait remarqué qu'on avait justement dans notre lexique, on avait des Boxem qui n'en étaient pas vraiment, en fait, qui étaient composés de sous-unités qui étaient déjà existantes dans le lexique à d'autres endroits. Donc, il y aurait sans doute un travail pour décomposer les sons complexes, justement trouver les vraies sous-unités, si elles existent vraiment. Après, ce sur quoi j'aimerais travailler par la suite, c'est la reconnaissance du beatbox continu. Donc, c'est-à-dire ne pas s'arrêter à des sons qui ont été isolés et séparés par des silences. Donc, là, on va se retrouver peut-être avec des problématiques qui sont identiques à la parole continue, c'est-à-dire on a un flux, et dans ce flux, il va falloir identifier le beatbox. Et c'est là où je pense qu'un modèle musical ou de langage pourrait apporter quelque chose. Et puis, il y a eu un grand bouleversement dans la communauté de la reconnaissance de la parole. Ça fait 3 ans. Ce sont les modèles autosupervisés. Alors, les modèles autosupervisés, c'est quelque chose qui est presque magique du point de vue d'un néophyte. C'est-à-dire qu'on va avoir des milliers d'heures, par exemple, de paroles non annotées.
Et ces modèles autosupervisés vont apprendre à extraire des représentations robustes à partir de données qui ne sont pas annotées. Et ensuite, on va adapter ces modèles avec une quantité de données très réduite, c'est-à-dire avec 10 minutes de parole annotées, on va avoir l'équivalent d'un système de l'art, d'un système état de l'art qui a été entraîné sur 2 ou 3 000 heures de parole. Et ça, c'est quelque chose qu'on pourrait justement appliquer au beatbox, puisque pour le beatbox, on a accès à des bases de données où on va avoir plein de beatbox qui n'est pas annoté. Et on pourrait imaginer d'en annoter qu'une petite partie pour avoir un système de reconnaissance performant sur le beatbox. Donc ça, je pense que ça serait vraiment une piste prometteuse. Et puis, autre chose, alors donc je posais hier la question à Lisa, parce que justement, étant donné qu'on a ces modèles autosupervisés qui peuvent apprendre des représentations sur des grands corpus non annotés, on pourrait imaginer des corpus de sons instrumentaux, entraîner nos modèles autosupervisés sur ces corpus instrumentaux pour après les adapter au beatbox et avoir justement un lien entre l'instrumental et le beatbox. Donc, j'espère qu'on pourra faire tout ça. Voilà, je vous remercie. Oui, on croit vraiment que l'avenir est dans ces modèles autosupervisés. Et puis, ça questionne et ça ancre bien cette notion de Voxem. Alors, je vois que Polo est au taquet pour une question. Oui, quelques questions et une référence aussi à partager dans le cadre de ce genre de développement d'outils. Alors, combien d'exemples par Voxem ils ont fait dans ces 200 minutes de prise à peu près pour chacun de donner? Alors, c'est passé, je l'ai raté peut-être. Je ne sais pas si j'ai mis. Voilà, il y avait 6 répétitions par Voxem. Les nombres exacts. Ça, c'est l'équivalent des 200 minutes d'apprentissage de la machine. J'ai plus en tête. Il y avait 206 minutes d'affiche au début, c'est pour ça. Non, je pense que les 206 minutes, il faudrait que je relise l'article, ce que j'aurais dû faire. A priori, les 206 minutes, ça doit être la concaténation des différents micros. Ils ont enregistré 2 heures de signal. Eh ben, en tout, là, on en est à. Si, on en était. Vous avez besoin de prendre le temps. Ouais, il y avait les 5. En tout, eux n'ont pas enregistré pendant 2 heures. Mais par contre, comme ils avaient 5 micros en parallèle. Ça a démultiplié par 5. Ah, donc voilà. Ils ont enregistré avec une prise acoustique éloignée. Il y a plusieurs situations. Il y avait celui qui marche plus d'ailleurs, c'est. Ouais, mais encapsulé? Non, justement. L'encapsulé a été mis un peu de côté dans la base de données parce que le son pour l'encapsulé avait une signature acoustique très différente de tous les autres microphones. Alors, il y a des variabilités avec un microphone à distance de 10 ou de 50 cm, avec un filtre anti-pop ou sans filtre anti-pop, ce genre de choses. Mais par contre, l'encapsulé, c'est vraiment très différent. Bien sûr. Donc, lui, il a été écarté. D'accord. Donc, c'était avec un centimètre. Enfin, en fait, il y avait tous les micros. Je crois qu'il y a. Je sais pas si on la voit. Dans l'éventail et. Voilà, on ne voit pas très bien, mais en fait, il y avait tous les micros. Et puis, en plus, ils avaient le micro encapsulé. Donc, c'était la même production qui était enregistrée par tous les micros. En prise par l'ensemble des micros. Génial. Alors, pour l'encapsulé, c'était une prise en soi. Hein. C'est-à-dire? C'est-à-dire que, en fait, quand tu utilises l'encapsulé, quelque part, tu transformes complètement la façon de faire le son. Tu ne peux pas avoir à la fois ton truc encapsulé. Comme ça, et avoir une prise fidèle autour. Donc, ils ont fait la prise. La prise acoustique. Et après, l'encapsulé, comme tu vois d'ailleurs sur. Ouais. Et alors, pourquoi le choix de 3 SF58 avec leur petite variante respective? Alors, il n'y en a pas 3, hein. Il y en a 2 des SM58 avec 2 distances. C'est une paire de micros, les 258? Non, c'est le bêta que je connais bien. C'est 2 micros SM58, donc la même marque, un placé à 10 cm et l'autre placé à 15 cm. Excusez-moi. D'accord. Et le bêta encapsulé. D'accord. Ok. Là. D'accord. Ok. Très bien. Plus des PA, 10 cm.
Et après, le but, c'est de tester aussi l'accessibilité. Ouais. Je pense qu'on t'entend pas bien, Solène. On a la chance d'avoir Solène et Vin dans le studio ici. Venez devant nous parler de. Le Grenat, c'est un micro plus sensible, il me semble, mais du coup, il voulait voir ce que ça peut donner aussi. Le Brunner, c'est le statique qu'on voit à gauche sur la photo, non? C'est ça? Oui. Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. On utilisait différents types de microphones, mais vraiment dans leur propriété d'enregistrement. D'accord, j'avais pas suivi quand j'avais vu le tableau, j'ai vu Shure SM58L et P, donc j'avais pas compris. En fait, c'était exactement le même. Je pensais que c'était une sous-variante du modèle. Voilà. Nous, on travaille essentiellement avec 50. C'est loin et proche. Ah. Tu dois avoir, je pense, une réponse qui est plus linéaire, mais SM58. Ça marche vraiment mieux en termes de reconnaissance, je sais pas. Pas connu pour avoir une réponse très linéaire quand même, mais. Il a plutôt tendance Le bétail un peu plus brillant, c'est de l'affinité en fonction des performeurs, mais on est au 58 de base, normalement, à la plupart des compétitions, à la plupart des événements où le micro est partagé. On doit performer sur le même appel. Alors, j'avais une question mais qui est partie, là. Oui, j'espère. J'ai une référence, est-ce que vous avez suivi, est-ce qu'Antoine ou Adrien vous ont parlé du travail de Rip Swan, qui a fait un travail avec un labo en lien avec la reconnaissance et de l'intelligence artificielle. Ils ont développé une IA qui absorbe le travail du beatboxer et qui lui restitue un freestyle dans son style. Ah non. Non, vous n'avez pas entendu parler de ça? Non, parce que pour le coup, ça va vous intéresser. Puis il faut aller voir ce qu'ils ont défriché, parce que je pense que vous allez pouvoir en tirer des choses. En gros, Rip Swan, c'est un beatboxer anglo-saxon, enfin, et oui, en gros, il a travaillé sur un système avec une IA. Il freestyle, lui, pendant 2-3 heures devant la machine. La machine analyse tout, puis elle lui propose un freestyle un peu à sa sauce, et c'est assez bluffant. Il a présenté ça il y a quelques années déjà. Je crois que c'était au camp en 2018, donc ça a même 4 ans. Et le résultat est plutôt bluffant, quoi, parce que du coup, il y a la partie reconnaissance et il y a la partie restitution vraiment du flow du beatboxer. Alors après, c'est la machine qui joue, donc c'est pas organique. Hein, ouais, j'avais vu des articles sur. Bon, après, ça, c'est pas du tout mon domaine, mais on faisait ça justement avec, par exemple, des symphonies de Mozart ou de Beethoven. D'accord. Où on donnait à manger au système des heures de musique, et puis après, il va recomposer du Mozart. Enfin, du style Mozart. Pourvu qu'on nous garde, hein, pourvu qu'on nous garde, mais en tout cas, bon, c'est intéressant et c'est en lien complètement. Mais bravo et merci.